Gambie à Banjul. Pour la 4e fois, 9 anciens agents de la NIA, les services de renseignement de l'ancien dictateur Yahya Jammeh, se retrouvent devant la justice. Arrêtés mi-février, ils sont poursuivis par l'État gambien, notamment pour le meurtre de Solo Sadeng, un opposant politique mort en détention en avril 2016. Un procès symbolique pour la population gambienne qui a vécu sous la terreur de cette institution pendant plus de 20 ans. Mais ce procès n'arrive pas vraiment à démarrer, faute d'investigation et de preuves suffisantes. Mais ce qui bloque aussi, c'est le manque de personnel qualifié pour gérer une telle affaire. Le corps de Solo Sadeng a été exhumé au début du mois, mais aucun expert gambien n'est capable d'identifier les causes de sa mort. En attendant, les 9 suspects sont toujours en détention. Une situation délicate qui ne devrait plus se reproduire. Le ministère de la Justice a annoncé qu'il ne se saisira plus d'aucun dossier criminel sans que de vraies investigations aient été menées en amont. Invité de marque de la conférence annuelle de l'AIPAC, le premier lobby américain pro-israélien, le président rwandais Paul Kagame, à sa prise de parole, a vanté la réussite de l'État d'Israël, né après l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Devant un auditoire enthousiaste, le premier chef d'État africain en exercice à s'exprimer devant la plus grande organisation américaine pro-israélienne a promis l'amitié du Rwanda à l'État hébreu et aux Américains juifs. Tant que nous ne vaincrons pas toutes les idéologies qui justifient les tueries au nom du patriotisme, notre monde ne sera jamais vraiment en sécurité, ni pour nous, ni pour quiconque, a-t-il souligné sous un tonnerre d'applaudissements avant d'ajouter. Israël a le droit d'exister et de prospérer comme un membre à part entière de la communauté internationale. Ce n'est pas une atteinte aux droits de notre peuple, en allusion au sort des Palestiniens avec lesquels Israël est en conflit depuis 70 ans. Les relations entre Israël et l'Afrique n'ont pas toujours été faciles. Par le passé, nombre de mouvements politiques africains contre la colonisation européenne s'identifiaient à la lutte des Palestiniens. Pendant ce temps, Israël a longtemps soutenu l'ancien régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il en a conséquemment fait les frais. Mais l'État hébreu s'est beaucoup activé diplomatiquement et économiquement sur le continent et a noué des relations politiques et commerciales avec des pays comme le Rwanda. 6 travailleurs humanitaires ont été tués dans une embuscade au Soudan du Sud, a annoncé dimanche l'ONU, estimant qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière à frapper des humanitaires en plus de 3 ans d'une guerre civile brutale qui a entraîné une famine. Les travailleurs humanitaires ont été tués alors qu'ils voyageaient depuis Djouba, la capitale, vers une ville de l'est du pays. Les victimes étaient 3 Kenyans et 3 Sud-Soudanais travaillant pour une ONG locale. Leur voiture tout-terrain a été stoppée sur la route par des individus non identifiés et ils ont été extraits de leur véhicule et tués par balle selon une source s'exprimant sous couvert d'anonymat. Quelques 100 000 personnes souffrent actuellement de la famine qui menace 1 million d'autres au Soudan du Sud, une conséquence de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013. Faire découvrir les richesses touristiques et culturelles du Togo au public. Les organisateurs du Festival des Arts de Défalé en ont fait une vision du développement. Le public a l'opportunité de découvrir le Togo grand nature. Donc une fois à Défalé, ils ont l'opportunité de pouvoir aussi découvrir les sites environnants. L'attraction principale du festival est une statuette d'une hauteur de 5 mètres qui aujourd'hui est érigée sur les hauteurs des monts Défalé, et qui est la réplique de la statue de Rio de Janeiro. Le Festival des Arts de Défalé de cette année présente une particularité que le promoteur énumère. Donc cette année, c'est que nous sommes arrivés à pouvoir aligner donc, la revalorisation de la culture sur les problématiques de développement durable. Donc comment est-ce qu'on part de la culture, donc des arts, par exemple, les arts, les savoir-faire issus de l'art traditionnel, pour pouvoir promouvoir un développement durable, pour pouvoir générer des revenus pour la population locale. Créée en 2014, la 4e édition du Festival Défalé a lieu du 5 au 8 avril 2017 du sud au nord du Togo. On
En Afrique du Sud, le Congrès national africain perd un de ses membres fondateurs les plus historiques. Vétéran de la lutte anti-apartheid, Ahmed Kathrada s'est éteint ce mardi à Johannesburg à l'âge de 87 ans. Compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island, il fut ensuite député et conseiller du président Mandela pendant son seul mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Surnommé Oncle Kati, il s'était notamment illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l'ANC et le régime blanc qui ont abouti à la chute de l'apartheid et aux premières élections libres du pays en 1994. Ahmed Kathrada avait été arrêté en 1963 avec Nelson Mandela et une partie de l'état-major de l'ANC. Il sera inculpé de sabotage et passera 26 années dans le pénitencier de Robben Island. Depuis sa retraite politique en 1999, il dirigeait la fondation qui porte son nom pour lutter contre les inégalités. L'État, l'armée, l'économie, mais aussi les médias. Tout est à reconstruire en Centrafrique et c'est une femme de caractère qui, dans un milieu réputé réservé aux hommes, est appelée à relever un défi fou. Diffuser les messages de réconciliation de la télévision centrafricaine, la TVCA, au-delà de la capitale Bangui. Les grands enjeux de la télévision centrafricaine, c'est qu'elle puisse être reçue sur toute l'étendue du territoire. Que chaque Centrafricain, dans les coins les plus reculés de la République centrafricaine, puisse avoir ce signal et regarder la télé. Donc c'est le grand enjeu, le principal enjeu. Autre défi non moins important, en quoi la première responsable de la chaîne de télévision, le niveau du personnel. Les monteurs, les cadreurs, les réalisateurs, les journalistes, mais vraiment tout. Tous ceux qui travaillent à la télévision centrafricaine ont besoin de formation. Aujourd'hui, nous avons essayé de faire le maximum, de tirer un peu, de relever un peu, mais nous ne pouvons plus aller plus haut, plus loin. On va stagner tant qu'il n'y aura pas de formation. En attendant d'y arriver, le gouvernement, plutôt sensible, s'attaque déjà à la partie technique. Avec une société italienne, Téléconsult, il a signé une convention en vue de l'installation de pylônes dans les 16 préfectures du pays. Téléconsult espère que le déploiement sera achevé d'ici 15 mois. En République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale CPI a condamné ce mercredi 22 mars l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba Gombo à 1 an de prison et à 300 000 € d'amende pour subornation des témoins. Il avait été reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir par ce biais un acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette peine sera purgée à la suite de celle de l'affaire principale sur les crimes commis en Centrafrique. Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo, avait été condamné dans cette affaire à 18 mois de prison. La défense de Jean-Pierre Bemba Gombo compte faire un appel de jugement sur le prononcé de la peine. La défense a souligné 34 erreurs de droit et de fait qui ont invalidé la condamnation de Jean-Pierre Bemba Gombo. Le même juge qui ont reconnu dans le paragraphe 818 du jugement de la deuxième affaire qu'il n'y avait aucune preuve directe qui permet de conclure que M. Bemba a également donné des consignes, des instructions de faux témoignages, ni concernant la première affaire, ni l'argent pour suborner les témoins. Le même juge procède à la condamnation, la confirmation des peines et à la condamnation. Ce sont des incohérences et nous avons relevé tous ces éléments, y compris le fait que la défense a été mise sous écoute depuis le début d'affaire jusqu'à ce jour et ces bandes d'écoute ont été données au bureau du procureur. C'est très grave en matière d'équité, de justice. Et la conclusion, ça sera tout simplement l'annulation de la peine parce que les juges doivent être appelés à renverser le jugement de la peine qui a été rendue aujourd'hui. Le Bénin va mal et chaque jour avec son indice. Face à la presse, le président du PLP, le Parti pour la libération du peuple, alerte du pays. En 11 mois, on dirait qu'on sort de la guerre. Tous les acquis sociaux, les acquis économiques, tout a été détruit. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour améliorer les conditions de vie et de travail des Béninois. Ils sont arrivés au pouvoir pour se servir. La crédibilité du Bénin, de son image à l'extérieur aujourd'hui, a pris un coup.
Nos dirigeants n'inspirent plus confiance. Bientôt 1 an, il n'y a même pas une seule maternité construite. Même pas une seule école, même pas un seul kilomètre de route. Nous n'allons pas permettre à ce qu'un seul individu, à ce qu'une seule personne s'accapare des biens publics. Pour le conférencier, tout est lié, y compris la démission du ministre de la Défense. Le départ du candidat Zanaï du gouvernement est la preuve de ce que nous avons en face de nous, une gouvernance autocratique, affameuse, prévaricatrice. Le Parti pour la libération du peuple le félicite pour cette décision hautement historique. Il exhortera expressément ses collègues encore au gouvernement à lui emboîter le pas. Candidat Zanaï, il n'est plus à présenter. Et tout le monde sait ce que ce monsieur a fait pour que Talon prenne le pouvoir dans ce pays, dans les conditions que vous savez. Le message fort du Parti pour la libération du peuple, c'est de demander au chef de l'État de tirer toutes les conséquences requises de la démission de candidat Zanaï. Et nous invitons le chef de l'État à demander la démission de tous ses ministres, que l'ensemble des membres du gouvernement démissionnent. Revenant sur la question du projet de révision de la Constitution, il exhortera le chef de l'exécutif à son retrait systématique. Rien ne presse. Donc, nous réaffirmons la position du PLP, qui est celle-ci, le retrait pur et simple du projet de loi qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Le référendum dont les gens parlent, nous disons, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Avec les piratages informatiques et autres, nous serons en train de le pousser pour dire, oui, référendum, il va organiser les référendums, ils vont frauder et ils vont encore gagner. Nous demandons au chef de l'État de convoquer les assises nationales. Pour la cause, des consultations avec d'éminentes personnalités du pays sont prévues avec, au besoin, une série de mouvements de protestation. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a lancé ce mardi le dialogue associant société civile et classe politique, mais boycotté par le camp de son rival Jean Ping pour tenter de sortir le pays de la crise née de la contestation de sa réélection en août dernier. La cérémonie solennelle d'ouverture du dialogue s'est tenue au palais présidentiel à Libreville en présence de délégués, des membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique et du chef de l'État qui a appelé ses compatriotes à régler la querelle de famille post-électorale. Ce que d'aucuns nomment aujourd'hui crise n'est et doit rester une querelle de famille dont nous devons trouver ensemble l'issue. Quelques 1200 organisations de la société civile et une cinquantaine de partis politiques participent à ce forum dont les travaux, qui pourront être prolongés si nécessaire, doivent durer 21 jours. Les participants doivent notamment plancher sur la réforme des institutions, la réforme du code électoral, le rôle de la Cour constitutionnelle ou encore la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nous ne boycottons pas le dialogue. Pour nous, il n'y a pas de dialogue. Il y a un monologue au sein de la coalition qui soutient et qui a soutenu M. Ali Bongo durant la dernière présidentielle. Le président Bongo Ondimba avait annoncé ce dialogue politique inclusif et sans tabou immédiatement après la validation de sa réélection le 24 septembre par la Cour constitutionnelle. Ce dialogue devrait être le préalable à des élections législatives déjà reportées au plus tard à fin juillet 2017, mais qui pourraient être de nouveau ajournées en cas d'adoption de réformes constitutionnelles, a-t-on indiqué de sources proches de la présidence. Monsieur Thierry Dargendieu Combila.